La dimensionnalité impersonnelle de l'ego pour contrer la souffrance. Celle-ci provient de l'état mental de l'ego de pouvoir se réinventer sur le tas. Il est très difficile, cependant, pour un ego de se réinventer sur le tas, et il est obligé de passer par des corridors de souffrance qui amèneront une reconfiguration complète de ses énergies. Est-ce que l'ego accepte facilement cela? Non, car il personnalise tout ce qui lui arrive, donnant ainsi à la forme ou à la réalité qu'il vit, une plus grande signification qu'elle se doit. Il n'est pas étonnant que lorsque l'ego apprend de nouvelles choses en lien avec sa conscience pour développer beaucoup plus de centricité et d'éliminer de la sensibilité qui parfois le dessert parce qu'elle est trop naïve, cette sensibilité-là, il y a des chocs qui se produisent à ce moment dans l'ego, parce que celui-ci donne un caractère personnel à sa dimension cosmique, alors qu'il en arrive difficilement à rejoindre le caractère ou la dimensionnalité impersonnelle que veut faire vivre son esprit à travers son ego pour que celui-ci en arrive à contrer les souffrances liées à un événement. Tout événement possède un degré de souffrance possible pour l'ego, car dans l'ego, il y a de la résistance. Il y a aussi dans l'ego de la naïveté, l'empêchant de voir ou de savoir que les forces feront tout ce qu'ils ont besoin de faire pour l'amener à évoluer. Tant que cette prémisse-là n'est pas totalement intégrée par l'homme, il s'en remet toujours à son ego pour combattre ce qu'il vit au lieu de passer au deuxième étage, et c'est de là que vient la souffrance. Mais à la défense de l'homme, à la défense des femmes, il est compris que lorsqu'on a été dans une vie complètement voilée des lois cosmiques de l'intelligence pouvant appartenir à la planète Terre, soit que la religion, par le fait même, un effet très fort sur la culpabilité de l'ego, à se discréditer lui-même de ce qu'il vivait, il n'a pas été, cet ego, en mesure de se grandir parfaitement et aussi de revisiter ce qu'il amenait comme propos pour comprendre la vie quand celle-ci devenait pour lui très personnelle. La conscience supramentale amène dans toute son énergie une dimension impersonnelle à l'ego pour le mener à une vie totalement intelligente. Et avant que cela se produise, l'ego peut craindre la souffrance, car il peut penser qu'il peut l'éviter. Mais cette souffrance est inévitable, car la lumière sait très bien qu'un jour vous devez vivre telle expérience pour éliminer dans votre passé mémoriel, supposons, le fait que vous avez peut-être été abusé psychologiquement dans votre enfance, ou encore battu par vos parents, ou tout autre sévice pouvant avoir créé dans votre mental de profonds traumatismes. Ainsi donc, si une personne est amenée à toucher à la conscience supramentale, cela n'est pas un hasard. Et il est assuré que la souffrance qu'elle aura à vivre ne sera pas simplement psychologique, parce qu'il y aura des difficultés beaucoup plus grandes à saisir et à comprendre dans l'ego pour qu'il abandonne de vieilles manières de penser. Et on parle ici de réflexion, soit que l'ego va réfléchir ce qui lui arrive et c'est cela qui va donner à la souffrance de la valeur. Ensuite, lorsque l'ego donne à sa souffrance de la valeur, il peut se convaincre d'un discours qui lui permettra totalement de discréditer pendant un certain temps ce qu'il a vécu. Alors qu'en fait, ce qu'il a vécu est déjà impersonnel. Car les lois de la vie pour ajuster un ego dans une conscience absolue sont celles d'amener l'ego à être perturbé constamment par les forces de vie jusqu'à ce qu'il ne soit plus perturbable d'aucune manière. Et cela, les forces de la lumière le savent très bien, que tant qu'un ego est perturbable, cela veut dire aussi qu'il est manipulable. Donc, les résistances de l'ego face à l'intégration d'une dimensionnalité impersonnelle de la souffrance
qui voudrait dire simplement que la souffrance ne doit pas un jour le faire évoluer, parce que celle-ci, il ne la vit pas. Cela prend du temps pour une conscience avant d'arriver à cette réalité, mais lorsque ce principe est compris, l'ego se donne le droit d'être plus neutre face à ce qu'il vit, parce qu'il sait que les forces de la lumière travaillent toujours sur lui, et il n'accepte plus de se donner des chemins faciles pour comprendre la vie. La naïveté, donc, s'estompe parce que l'ego sait qu'il doit tout arracher à la vie pour savoir qui il est. Et parfois, l'ego ne peut pas vivre certaines expériences parce qu'il se donne l'impression qu'il doit se ménager face à la souffrance et qu'il doit se protéger, car en se protégeant, il s'évite à vivre des événements difficiles qui pourraient le perturber. Et la vie ne fonctionne pas comme cela, car la lumière ou les forces de la lumière ont une lecture très grande du mental de l'homme en lien avec la destinée qui doit lui revenir. Mais est-ce que l'ego le sait cela? Naturellement, il ne le sait pas, alors que l'esprit le sait totalement. Cependant, ce qui se produit, c'est que l'ego s'éloigne parfois dans la souffrance de ce qu'il doit savoir, et c'est à ce moment qu'il y aura un choc supplémentaire pour faire souffrir l'ego psychiquement dans une très grande force afin de multiplier dans l'ego l'impression qu'il ne pourra pas continuer sa vie s'il n'a pas des réponses. Alors qu'en fait, s'il va à l'intérieur et il exige des réponses, instantanément, il pourrait les avoir, ces réponses. Mais cela aussi prend de la colère à l'intérieur de sa conscience pour confronter son double cosmique à obtenir des réponses. Et cela n'est pas toujours possible parce que la volonté et la force de la colère qui peuvent mettre un ego en feu n'est pas encore descendue. Donc c'est à ce moment que les forces de la lumière ont toujours su que l'homme aurait des alliés dans la matière afin de lui donner un regard objectif sur ce qu'il vit pour qu'il puisse parfaire sa propre évolution. Il y a des lois d'énergie qui sont incontestables, soit qu'un ego doit être perturbé pour évoluer. Mais cela, l'ego ne veut pas l'entendre et ça prend du temps avant que l'ego accepte que son devenir va passer par la souffrance parce qu'il considère que l'intelligence, c'est de ne pas faire souffrir l'homme. Alors que cela n'est pas de l'intelligence, c'est un discours qui vient simplement des hautes sphères spirituelles, disant à l'homme que s'il souffre ou que si la lumière fait souffrir l'homme, cela est inutile. Pourquoi est-ce que l'homme en arrive à percevoir que la souffrance qu'il vit peut être inutile? Parce qu'il ne sait pas en réalité ce que la lumière veut faire sur son mental pour le changer, lui, et l'amener dans un temps plus rapproché à être beaucoup plus impersonnel par rapport à sa vie. La dimensionnalité impersonnelle que l'ego doit conquérir dans tout événement ne vient pas du jour au lendemain. Si l'ego pouvait, dès qu'il se produit une réalité dans sa vie, savoir que ce sont les forces de la lumière qui orchestrent les événements, il pourrait comprendre que lorsqu'il y a une réalité qui se produit, cela n'est pas un hasard. Et sachant que cela n'est pas un hasard, il sera confronté à lui-même, soit qu'il aura à faire une lecture de ce qui se passe sans nécessairement essayer de balayer sous le regard de l'injustice ou de la non-intelligence l'événement qui se produira. Une personne qui a un accident d'automobile ne peut pas dire que c'est l'autre qui n'a pas fait son arrêt, et c'est pour cela qu'elle est aujourd'hui clouée au lit pour encore quelques mois. Elle doit plutôt voir que l'événement s'est produit parce que les forces de la lumière orchestrent tout événement en lien avec le développement d'une personne, et c'est à ce temps qu'elle pourrait comprendre qu'est-ce que les forces de la lumière veulent faire sur son ego afin de l'amener à être moins naïve envers la vie. Il est assuré qu'un ego va toujours résister à ce qu'il vit, parce que cela lui donne la certitude qu'il peut contrôler sa vie et qu'il peut contrôler les événements et surtout la souffrance
qu'il ne veut pas vivre. Mais cela est-il réellement possible de contrôler les événements alors qu'une vie est totalement amenée dans son courant d'énergie à devenir beaucoup moins polarisée et à être beaucoup plus cosmique dans le sens du terme, soit que l'ego qui n'a pas abattu toutes ses craintes restera toujours dans une dimension personnelle de sa vie. Il ne peut pas, par le fait même, se sortir des expériences qu'il vit froidement, car il ne les voit pas extérieures à lui. Il les croit personnelles, et en les croyant personnelles, il lui accorde à celle-ci une valeur. Naturellement, la valeur qui sera accordée à ces événements permettra à son ego de se calmer, mais pas nécessairement de comprendre ce qui lui arrive et pourquoi cela lui arrive dans sa vie. Il n'y a aucun ego qui peut espérer vivre dans la conscience supramentale une vie sans difficulté. La vie est faite de haut et de bas et d'opposition pour tester l'ego dans l'état de ses craintes face à la vie. Plus l'ego a de la crainte, plus il sera naïf, et donc, s'il est naïf, il donnera plus facilement des valeurs spirituelles à la vie parce qu'il ne peut pas être froid lui-même pour parler sa vie et savoir pourquoi les forces de la lumière ont créé dans sa journée un accident pouvant le mener vers une plus grande prise de conscience à l'égard de ce qu'il est dans sa vie. Quand l'ego n'est pas capable de s'auto-censurer, c'est-à-dire de s'étudier, cela veut nécessairement dire que c'est son intellect qui interagit avec lui et que dans la réflexion, il trouvera ou il donnera des valeurs à l'accident qu'il vit selon ce que lui veut bien croire. Mais s'il était capable à tout instant d'être dans une dimensionnalité totalement impersonnelle, il s'adresserait automatiquement à son double pour lui poser la question suivante: qu'est-ce qui se passe? Ou pourquoi cela se passe-t-il? À ce temps, l'esprit répondra directement à l'ego et lui dira: vous vivez cette expérience car nous voulons changer tel aspect en vous. Certainement, cette réponse ne sera pas suffisante, car l'ego doit aussi se rebeller contre cette réponse, mais de le faire d'une façon constructive, parce que cela est voulu par les forces de la lumière, que l'ego monte en vibration et en colère pour confronter les réponses que son double lui donnera. Cela fait partie de faire descendre l'esprit dans la matière afin que l'ego devienne totalement impersonnel dans la matière. Donc, le processus pour l'ego, afin de devenir impersonnel, sera toujours celui d'amener l'esprit à lui répondre comme il se doit. Et ce comme il se doit-là ne vient pas au départ, car le dialogue ou le monologue du départ est toujours que la lumière a autorité sur la conscience de l'homme jusqu'à celui-ci soit en mesure de gagner en autorité la force des confrontés dans leur verbe. Et c'est à ce temps que l'impersonnalité de l'ego se développe, parce que l'ego n'est plus intéressé autant à ce qu'il a vécu, parce qu'il est déjà dans un processus d'arracher la réponse afin de contredire d'une certaine manière la réalité que la lumière doit toujours avoir le dernier mot sur sa vie. Et la lumière sait très bien que si elle avait toujours le dernier mot sur la vie de l'homme, cela répondrait à la domination totale de la descente de l'homme dans la matière, et ce n'est pas le cas, car la lumière ne peut pas briser ou brimer l'état atomique de l'ego quand celui-ci se met à parler dans un langage totalement impersonnel. Parce que, étant donné que l'atome est élevé à un niveau vibratoire plus élevé, qui conjointement permet l'unification de la volonté, l'intelligence et de l'amour, l'homme se retrouve à ce moment dans un discours totalement impersonnel pour expliquer aux forces de la vie comment doit aussi être respecté l'homme dans la matière. Mais si un ego tente cette réponse avant même
d'avoir traversé suffisamment de corridors de naïveté à l'égard de l'invisible, il sera toujours piégé par le mensonge cosmique, soit qu'il ne sera pas capable de comprendre que tout ce qu'on fait en lien avec sa conscience est pour l'amener à être totalement impersonnel. Donc, pour que l'ego soit froid et qu'il en arrive à vivre sa vie impersonnellement, il faut d'abord qu'il ait intégré suffisamment sa conscience en lien avec un besoin très-personnel de se donner une identité unique. Et cette identité unique-là provient nécessairement de l'élimination des craintes qu'il a en lien avec la vie. Et ces craintes sont toujours cachées à l'ego parce qu'il aura vécu un passé X l'amenant à croire ou penser que la lumière pourrait le servir dans le développement de son ego et lui éviter de la souffrance. Ce n'est pas vraiment comme cela que cela fonctionne parce que la lumière utilise la souffrance pour forcer l'ego aux portes de ses craintes à les abattre. Et cela veut nécessairement dire que l'ego doit retourner dans son passé et regarder les valeurs qu'il donne à sa vie, qui aujourd'hui encore peuvent lui nuire dans la lecture d'un événement. Il est assuré que toute conscience qui cheminera vers la dissolution totale de la naïveté sur sa conscience aura à apprendre que les forces de la lumière sont capables de grands événements. Et puisqu'ils sont capables de grands événements, ils savent aussi parfaitement ce que l'homme ou la femme peut intégrer dans sa vie personnelle, même si cela cause de l'inconfort, car même si cet inconfort amène une personne sur un lit d'hôpital, la lumière sait très bien ce qui se passera avec lui. Et c'est à l'ego à ce moment d'être impersonnel et de questionner son double. Qu'est-ce qui m'arrive? En étant capable de faire cela, l'ego reprend automatiquement le droit dans sa parole de s'investiguer selon une dimensionnalité impersonnelle. Car du moment que l'homme parle avec la lumière, il devient impersonnel. Est-ce que l'ego le fait toujours? Il ne le fait que rarement s'il n'a pas dépassé suffisamment dans sa vie personnelle de crainte et de souffrance qui lui donnent l'impression que les forces de la lumière vont travailler pour le protéger. Les forces de la lumière ne travaillent pas pour protéger l'homme. Elles l'amènent toujours aux portes de ses limites en lien avec ce qu'il peut intégrer. Est-ce que l'ego le sait, ça? Est-ce qu'il le voit dans la matière, ce qu'il peut intégrer? Non. S'il le savait, il y aurait longtemps qu'il ferait des actes lui permettant, cet ego, de pouvoir transcender des formes rapidement. Mais s'il transcendait des formes rapidement, serait-il plein intelligent dans la lecture de la vie? Pas nécessairement, et c'est pour cela que la lumière tient toujours les rênes de la souffrance pour s'assurer qu'elle soit capable d'ajuster l'ego d'une manière si parfaite qu'il ne peut pas se réfléchir et penser que sa vie doit être plus grande que le projet cosmique de la destinée évolutive de la Terre. Cette destinée évolutive étant d'amener un ego à être totalement transparent et sans réflexion pour pouvoir être lui-même une lumière sur la Terre en lien avec une conscience fusionnée aux sphères invisibles qui permettront un jour à l'homme d'être le plus grand ambassadeur dans les espaces connus et inconnus pour le moment de sa conscience. La dimensionnalité impersonnelle de l'ego est nécessaire pour contrer la souffrance, parce qu'elle va amener dans le mental de l'homme la réalité suivante. Une pensée peut totalement amener un ego à se réfléchir et ensuite l'amener à être victime de ce qu'il vit, car il se croira incapable de comprendre ou de saisir que la vie n'appartient pas à un ego qui se réfléchit, mais que la vie appartient à un ego qui est capable de voir la multidimensionnalité de celle-ci en lien avec son évolution pour qu'il puisse recadrer sa vie parfaitement et ne plus souffrir de ce qu'il a vécu dans le passé.
Toute personne qui a une mémoire en lien avec ce qu'elle a vécu dans le passé ne sait pas possiblement qu'elle n'est pas totalement autonome en conscience pour vivre sa vie. Elle peut penser, cette personne, que cette mémoire est simplement une mémoire. Ce n'est pas simplement une mémoire, parce qu'il y a une cristallisation des énergies du passé qui, dans leur potentiel d'expansion, agissent toujours sur la pensée et la psyché de l'homme pour l'amener à le manipuler. Et ces mémoires doivent être transmutées, c'est-à-dire que si vous avez vécu quelque chose de difficile dans votre jeunesse et que vous sachez, lorsque vous ravivez cette mémoire-là, si celle-ci est froide ou pas, vous pouvez savoir si vous êtes manipulable ou non en lien avec les valeurs que vous donnez à la vie. Par exemple, s'il y a une émotivité en lien avec la valeur que vous avez vécue, le discours sera totalement biaisé également. Supposons que vous reprochez à vos parents d'avoir été trop durs envers vous. Il est assuré que le reprochement que vous faites de dire qu'ils ont été trop durs avec vous n'inclut pas le regard de la lumière lorsque vous dites cela. Si vous demandez à votre double, est-ce que vos parents ont été trop durs envers vous, le double vous répondra pas nécessairement. Et si vous êtes capable d'amener le discours plus loin, qu'est-ce que vous direz? Vous allez dire, pourquoi est-ce que vous dites pas nécessairement? Car ils vont vous dire à ce moment que vous avez choisi vos parents et que vous avez avec eux des liens karmiques qui devaient être dénoués. Et cela veut dire que l'ego sera bousculé dans ce qu'il vit et l'ego sera peut-être aussi écrasé par ses parents afin qu'un jour il puisse se libérer totalement dans une puissance absolue de ses parents. Mais lorsque l'ego est rendu à 20 ans, 30 ans, il va toujours voir ses parents comme étant trop durs envers lui, alors que cette valeur qu'il donne à ses parents est totalement fausse, puisqu'elle fait partie de sa naïveté de croire que l'invisible ne peut pas rien pour le faire évoluer. L'invisible a toujours, ou les plans de la lumière ont toujours choisi ce qu'il y a de plus atomique pour élever un ego à son propre soleil de conscience. Et ce propre soleil de conscience-là veut possiblement dire que l'ego aura à souffrir de ce qu'il vit et des valeurs qu'il donne à sa vie parce qu'il les croit réelles. Et s'il les croit réelles trop longtemps, il va totalement personnaliser son expérience en lien avec ses parents et il va croire finalement que ses parents, le choix de ses parents était une mauvaise chose. Alors qu'en fait, ses parents n'auront que servi à construire l'identité future de sa genèse éventuelle avec la vie. Est-ce que la lumière connaît cette genèse-là de l'homme avec la vie? Certainement. Il n'y a pas une personne que vous rencontrez dans votre vie, que ce soit la semaine prochaine ou une personne que vous avez rencontrée il y a 4 mois, qui n'a pas un impact réel sur votre vie si vous vous amenez à connaître le lien qui vous unit à cette personne. Il y a des personnes qui vont vous amener des notes d'esprit et il y a des personnes qui vont vous faire vibrer au niveau de votre corps émotif afin de ramener en surface tel élément négatif de votre vie que vous n'osez pas confronter parce que vous n'en avez pas la force pour le moment, mais alors que le double cosmique ou les forces de la lumière savent très bien que nous allons faire réapparaître toute personne susceptible de faire émerger en vous certaines mémoires afin que vous revisitiez vos craintes et que vous revisitiez aussi votre nature à ne pas être personnelle face à la vie. Il y a beaucoup de complaisance et de naïveté dans l'ego, si bien que celui-ci, dans le confort de son expérience, même s'il est dans l'étude de la conscience, s'assoira sur ses lauriers parce qu'il est sécure dans cette réalité-là, tout en ignorant par contre que la lumière, si elle décide de le bousculer, elle le fera. Mais est-ce qu'elle le fera au rythme de l'ego? Non, elle ne fera pas au rythme de l'ego. Elle le fera selon ce qu'elle sait de la capacité atomique de l'ego de transcender telle dimension de sa conscience naïve. Et cela, l'ego ne le sait pas tout le temps. Mais est-ce que l'ego l'avait choisi lorsqu'il a descendu dans la matière pour se joindre à la vie d'une âme? Certainement. L'âme sait toujours ce qu'elle choisit
et ce qu'elle veut faire en lien avec une vie qui lui permettrait d'évoluer. Mais quand l'âme ne sait pas qu'elle n'évolue pas en tant que telle, parce que c'est les forces de la vie qui permettent la réincarnation d'une âme sur la terre, afin qu'elle transcende certaines formes si elle se doit, alors à ce moment, l'ego doit être un peu plus intelligent que l'âme. Et c'est à ce temps que l'ego apprend à revoir ou revisiter les valeurs spirituelles de l'âme pour tout simplement comprendre que l'âme, c'est de la mémoire. Et puisque l'âme, c'est de la mémoire, elle englobe ou emmagasine dans sa totalité toutes les expériences passées et vécues de l'homme afin que s'élève un jour le taux vibratoire de son esprit en lui. Donc, une âme qui résiste, ça n'existe presque pas. L'âme veut toujours évoluer parce que cela est un principe spirituel. La spiritualité permettant à l'âme d'être beaucoup plus sage dans la matière, et c'est-à-dire qu'elle s'évite des souffrances pour ne pas trop souffrir. En ce sens, il n'y a pas un ego qui est dans une âme qui est très évoluée, qui acceptera de souffrir pour évoluer, car l'âme croit pouvoir faire ce travail par elle-même en permettant à l'ego d'avoir un libre arbitre, l'amenant à toujours prendre des bonnes décisions. Et dans la configuration de l'exercice que l'ego prend des bonnes décisions, il y a cette dimension-là personnelle de l'ego qui veut faire croire à l'homme que finalement il décide de sa vie. Alors que l'ego ne décide de rien et que l'âme non plus ne décide de rien dans le courant de la conscience supramentale ou dans le courant de toute conscience qui doit évoluer pour être son propre soleil. Et parce que si cela n'était pas, il y aurait longtemps que la Terre serait configurée à un paradis terrestre. Et ce n'est pas le cas, car les âmes qui veulent évoluer vers la facilité pour se donner le paradis terrestre se retrouvent toujours dans le corridor de la mort devant l'incompréhension de ce qu'ils vivent. Naturellement, il y aura des entités spirituelles qui les accueilleront, leur permettant de chevaucher une lumière qui s'apparaît comme un soleil intelligent d'évolution. Et si cela était vrai, cela voudrait donc dire que toutes les âmes sages qui se réincarnent sur la Terre pourraient changer le taux vibratoire de la vie sur la planète Terre et que ce paradis terrestre serait, il y a déjà longtemps, accompli. Mais ce n'est pas le cas, et c'est pour cela qu'une âme qui redescend, même malgré sa sagesse, possède en elle le caractère personnel de croire qu'elle peut changer la vie. Lorsqu'on regarde le mouvement environnemental pour dépolluer la Terre, nous pouvons comprendre que les âmes qui s'attaquent à cette difficulté de l'homme à ne pas polluer son environnement est très sérieuse. Et pourtant, ce qui arrivera aura à arriver. Car les forces de la lumière vont utiliser la pollution de la planète pour faire ce qu'il se doit en lien avec les éthers qui doivent être élevés en vibration et les éthers qui doivent être tout simplement abandonnés pour permettre une restructuration des énergies atomiques de la Terre en lien avec l'évolution de l'homme dans sa conscience. Il est assuré que l'homme scient ou l'homme conscient n'amènera pas la pollution sur la Terre lorsqu'il sera en mesure d'effacer dans sa conscience toute la naïveté à l'égard de ce qu'il est face aux lois de la vie. Les lois de la vie étant qu'on ne pollue pas l'environnement dans lequel on vit. C'est-à-dire que si vous avez un appartement et qu'il n'est pas en ordre, c'est à vous de le savoir pour nettoyer les terres. Donc, dans la dimensionnalité impersonnelle de l'homme et la découverte que la souffrance est simplement un motif pour la lumière de le faire évoluer, il cesse d'être utilisé, cet ego, lorsqu'il se dépersonnalise totalement, c'est-à-dire qu'il prend contact avec sa lumière dès qu'un événement se produit. Il élimine à ce moment tout processus de réflexion pouvant le mener à croire que la valeur qu'il doit donner à la vie ou à un événement n'est pas fondée sur le réel. Tout est pour la lumière fondé sur le réel que l'homme doit un jour être mis en échec dans son ego pour qu'il cesse de se réfléchir. Si cela
est le but ultime de la lumière, d'amener un ego à cesser de se réfléchir, comment peuvent-ils s'y prendre? Ils s'y prennent de diverses façons, soit par les lois d'accident, soit par des discours qui amèneront l'ego à être perturbé dans ce qu'il entend, ou simplement parce qu'il y aura des mémoires de l'âme qui jailliront lorsque une personne mettra en éveil telle émotion chez vous. Incessamment, toute personne qui n'arrive pas à faire taire ce discours sera amenée à de la souffrance. Et cette souffrance-là est ce qui fait vibrer dans le corps mental inférieur de l'ego l'impression qu'il n'a pas à vivre cela. Et si l'homme savait que tout ce qu'il vit arrive parce que cela doit arriver, il n'irait pas dans la souffrance et ne lui donnerait pas de valeur. Il pourrait vivre la souffrance qu'il vit, mais il saurait aussi que cette souffrance-là fait partie d'une réalité. Et cette réalité-là, il ne peut que la connaître en questionnant son double. S'il ne questionne pas son double, il va personnaliser son expérience et il peut, avec le temps, s'éloigner de plus en plus de ce qu'il doit élever dans sa vie pour être davantage unique en conscience et beaucoup moins polarisé par les événements qui jaillissent ici et là au cours de sa vie. C'est certes après avoir vécu de très grandes souffrances comprises par l'ego à l'intérieur d'une descente d'énergie atomique de l'esprit dans cet ego que l'ego est capable par la suite de dire « c'est intelligent de l'intelligence ». Mais cela prend énormément de temps avant que l'ego puisse dire « c'est intelligent de l'intelligence », dans ce sens qu'il peut savoir que tout ce qui lui arrive ne possède aucun caractère personnel lié à ce qu'il doit réfléchir, mais lié à la compatibilité de son ego à établir qu'il est un propre soleil de lumière avec les forces de vie. Cela fait en sorte qu'il devient lui-même un guerrier de l'espace. Et pour être un guerrier de l'espace, l'homme doit s'habiter complètement. C'est-à-dire que toutes les mémoires en lien avec son passé doivent être épurées. Si vous avez même des mémoires en lien avec un alcoolisme, vous aurez simplement à éliminer ces mémoires et savoir que si vous prenez un verre de vin, cela n'est pas de l'alcoolisme, mais cela est simplement parce que c'est un plaisir de vie pour vous. Mais si vous prenez 5 verres de vin, vous avez une dynamique qui n'est pas encore totalement corrigée. Et cela, vous ne pourrez pas le taire car la transparence de l'ego à regarder sa vie froidement et à ne pas se compter de mensonges est très importante pour en arriver à une unidimensionnalité impersonnelle. C'est donc dire que l'ego doit mourir à ses vieilles réalités pour naître ou se donner un nouvel ego et se créer une nouvelle personnalité. En se créant une nouvelle personnalité, il pourra se dire dans sa conscience, tel événement, je vois très bien ce qu'il veut faire, et il refusera même la souffrance, car il saura que celle-ci est un corridor un jour qui l'amènera toujours à croire que la souffrance est plus importante que ce que lui décide. Et c'est lorsque l'ego est capable de décider sur le potentiel de mettre en mots ce que lui pense, ce que lui perçoit de la vie, parce que vous pouvez facilement vivre un accident et questionner l'accident d'une telle froideur, dans le sens, vous allez dire, qu'est-ce qui se passe? Et la lumière vous répondra, oui, ceci est pour ajuster telle chose dans votre ego. Et vous, à ce moment, vous allez dire, parle-moi comme du monde, parce que je sais très bien que tu me dis des petites réponses que tu me servais il y a déjà plusieurs années. Et naturellement, l'esprit aura à vous dire si votre discours est réellement celui-là, parce qu'il dira, cet esprit, oui, c'est ça, vous avez totalement saisi le point de vue, car ce que la lumière veut faire avec l'homme, c'est de l'amener à un constat vibratoire, ne pouvant plus l'assujettir à aucune forme d'énergie qui n'émane pas de lui. Et lorsque l'ego émane, qu'il dit dans sa parole, c'est cela, la lumière est obligée de répondre, c'est cela. Cela veut dire qu'il n'y a plus de souffrance dans son mental et que son mental supérieur a été élevé à une vibration si haute
qu'on ne peut plus par la suite lui donner des réponses incomplètes face à ce qu'il exige de la vie. Soit que, oui, l'accident a provoqué telle chose, mais ce n'est pas simplement cela que l'accident a produit, car vous avez très bien compris que vous saviez que je vous confronterais face à ce que vous alliez me répondre. Et la lumière vous dira, oui, nous savions que vous seriez en mesure de nous confronter, et c'est toujours cela que nous avons cherché, soit que l'homme devienne totalement indifférencié dans sa parole et totalement impersonnel dans son énergie, afin qu'il puisse être ce que nous sommes sur le plan de la lumière, totalement impersonnel. Et lorsque l'homme en arrive à être totalement impersonnel dans ses discours avec la vie, il fait descendre cette vibration-là dans la matière, qui est celle de l'intelligence, et sa volonté n'est plus jamais remise en question, et c'est à ce moment qu'il a accès à une nouvelle énergie, qui est celle de l'amour, lui permettant d'intégrer la fusion de ces trois principes, soit que l'intelligence qui le mène à la destinée cosmique de sa liberté est aussi ferrée ou habitée d'une volonté lui permettant de dialoguer à des discours ou d'interchanger avec la lumière selon un taux vibratoire si élevé qu'il y a dans son ego la force de pénétration d'une énergie totalement indifférenciée et froide qu'on appelle l'énergie de l'amour, pour lui permettre, en tant qu'ego, à toujours avoir la voyance de ce qui se passe dans la matière. C'est comme si une personne voyait maintenant la vie à 360 degrés, alors qu'avant, elle la voyait à 180 degrés. Psychiquement parlant, l'homme doit en venir à être totalement impersonnel, car c'est dans l'impersonnalité d'une conscience absolue qu'il peut saisir toutes les énergies ambiantes d'une réalité. C'est-à-dire, lorsqu'il voit la vie de l'homme ou il essaie de voir sa propre vie personnelle, pourquoi ceci se passe, il a les réponses qu'il doit avoir afin de ne jamais être polarisé dans son mental. Et en n'étant aucunement polarisé dans son mental, l'ego ne peut plus référer à de la mémoire pour comprendre sa vie ou justifier un événement parce qu'il est impersonnel pour comprendre que tout ce qui arrive dans une journée et par rapport à sa vie personnelle ne vient pas nécessairement de lui, mais vient des forces de la lumière. Est-ce que les forces de la lumière ont toujours eu autorité sur tous les événements d'une journée? Naturellement. Même si l'ego pense qu'il décide, il y arrive parfois de croire qu'il décide parce qu'il veut passer une bonne journée. Mais cette bonne journée peut être perturbée à tout moment parce qu'il peut arriver un événement que l'ego ne peut pas décider et c'est à ce moment-là que sa vie change totalement. Est-ce que la vie un jour sera totalement libre et impersonnelle? Elle le sera du moment que l'ego est capable de soutenir dans sa conscience la réalité vibratoire que la lumière possède déjà des années d'avance sur sa conscience pour configurer la Terre à un éther totalement atomique. En ce moment, ce qui se produit sur la Terre, c'est que le phénomène de l'âme n'est pas suffisamment épuré et c'est cette âme qui donne à la Terre sa configuration énergétique. En ce sens, puisque l'âme est un noyau mémoriel, il n'y a que très peu d'intelligence qui descend sur la Terre, car l'aura de la Terre est soumise à des lois astro-rythmiques et animales, ne lui permettant pas d'être totalement habitée par de la lumière. Mais plus il y a des hommes et des égos qui se conscientisent et qui deviennent impersonnels dans leur intelligence, la capacité des hommes à pouvoir intégrer le feu de la lumière et l'évolution de la Terre en lien avec le devenir impersonnel et prépersonnel de chacun pour être leur propre soleil, se produira instantanément, ce qui veut dire que dans 60-50 ans, la Terre ne sera pas sous le même joug mémoriel qu'elle l'est présentement. Il y aura eu énormément d'événements pour bousculer les égos qui seront capables d'absorber le choc impersonnel de ces événements en lien avec ce que la Terre doit vivre pour évoluer, et il y aura des âmes beaucoup plus
attaché à l'insécurité que la vie planétaire vivra une certaine fin en soi, alors que cela n'est aucunement possible, puisque les forces de la lumière n'abandonneront jamais la Terre à la noirceur. Il est donc su qu'il y aura des âmes qui ne seront pas capables de supporter le cycle évolutif qui prendra cours dans les prochaines décennies. En ce sens, il y aura des âmes qui se réincarneront seulement beaucoup plus tard, afin de ne pas abaisser le taux vibratoire de la Terre pour qu'elle connaisse son expansion énergétique. C'est donc de tout cela qu'on parle. Quand un ego résiste, il résiste à quoi? Il résiste à laisser derrière ce qu'il connaît pour embrasser le vide et être ce qu'il doit être. Et la souffrance, c'est à ce moment qu'elle sert. Elle empêche l'ego de vouloir évoluer trop vite et de croire que toute son évolution dépend uniquement de lui, même si l'évolution de l'ego et de l'homme dépend de lui. Mais lorsque l'ego s'intellectualise et considère que sa volonté à le faire évoluer doit l'amener à sauter des grands pans de sa vie sans qu'il ait à vivre des événements difficiles, cela fait partie de la naïveté et cela fait partie de l'incompréhension de l'homme que s'il n'y avait pas de souffrance pour faire évoluer l'ego, celui-ci serait tellement orgueilleux qu'il penserait qu'il est lui-même le propre soleil et la propre intelligence pouvant servir l'évolution de la Terre. Il y a énormément de gouvernements sur la Terre qui veulent faire le bien et qui n'y arrivent pas. Pourquoi cela? Parce qu'ils ne savent pas que tout ce qui est gouverné par un ego qui n'est pas impersonnel devient une affaire personnelle. Et ce qui devient personnel, c'est quoi? C'est souvent de la vengeance, c'est souvent de la compétition pour simplement prouver que nous sommes en tant que pays ou que nous pouvons tout simplement gérer l'environnement en étant scients des lois de la science. Et l'homme n'est pas scient des lois de la science parce qu'il n'est pas encore en mesure de comprendre et accepter qu'est-ce qu'un corps énergétique, c'est-à-dire pourquoi utilisons-nous, par exemple, le nucléaire sur la Terre alors que nous savons très bien qu'en utilisant le nucléaire, nous polluons aussi l'environnement pour des milliers d'années parce que la radioactivité de celle-ci engendre des dégâts matériels très importants. La dimensionnalité impersonnelle de l'ego lui amènera un jour à comprendre que ce qu'il souffre, toute la souffrance l'amenant à se réfléchir, provient nécessairement des forces astrales en lui, c'est-à-dire des énergies de l'âme qui, par la mémoire, obstruent le contact qu'il peut avoir avec son double. En obstruant le contact avec son double, l'homme se personnalise et c'est à ce temps qu'il y a des pensées environnantes qui vont le polariser totalement jusqu'à croire que finalement il a raison. Et il n'y a jamais personne qui a raison. Il y a seulement le réel, et le réel est toujours que si on ne questionne pas la lumière pour savoir pourquoi la vie sur la Terre présentement est assujettie à de très grandes polarités et pourquoi l'environnement est menacé et pourquoi le climat change si rapidement qu'il permettra ou qu'il engendrera l'extinction de certaines sociétés sur les côtes, autant en Asie, en Europe qu'en Amérique, il se peut très bien que l'ego ait une perspective mondiale très limitée de ce que aura à vivre la Terre en tant qu'événement pour que l'homme devienne dans son ego un être totalement intelligent. L'intelligence rationnelle et intellectualisée peut permettre à la souffrance d'être analysée et quand l'ego analyse la souffrance, il trouve des valeurs ou il donne des valeurs qui lui permettront d'avancer dans sa vie pour 10, 15 ou 20 années. La jeune femme qui peut dire « Ah, celui qui m'a agressé ne savait pas ce qu'il faisait et je lui pardonne », cela pourra lui permettre d'évoluer pendant 10, 15, 20 ans de cette manière. Cependant, est-ce que c'est cela qui fera d'elle une conscience autonome pour comprendre que la manipulation de la conscience
de celui qui l'a agressé restera toujours comme une mémoire sur sa conscience, et c'est cela qu'elle doit se débarrasser, cette mémoire, car un jour ou l'autre, il y aura un événement dans sa vie qui fera naître à nouveau cette mémoire-là et qui la ramènera à la surface pour lui faire vivre de la culpabilité ou encore un sentiment d'impuissance face à la vie, ne lui permettant pas de monter en vibration pour aller chercher dans sa conscience d'autres soleils de lumière qui pourraient lui permettre un jour d'être totalement libre. Il y a plusieurs personnes ou égaux qui vont se dire libres de la vie alors qu'ils donnent une définition personnelle à la vie, en ce sens que la vie est totalement impersonnelle. La vie va décider de toute évolution qu'il y aura sur la Terre parce que la vie est sous l'ordre gouvernemental des forces de la lumière. Et de dire que l'ego peut contrôler sa vie, c'est simplement de croire qu'il peut contrôler les événements. Et il ne contrôle jamais les événements, car s'il contrôlait les événements, cela voudrait dire qu'il serait totalement intelligent de ce qu'il veut vivre et de ce qu'il ne veut pas vivre. Donc, qu'est-ce que la vie et qu'est-ce que le caractère impersonnel de la vie en lien avec un ego qui se donne une identité totalement claire pour que la dimensionnalité de son être devienne tout simplement alignée sur le même feu de la lumière. Cela permet à l'ego, en étant aligné sur le feu de la lumière, une seule et unique compréhension de la vie. Et c'est comme cela que l'homme dompte la vie. Il la dompte parce qu'il réussit dans sa conscience à ne pas lui donner de valeur, pouvant l'assujettir éventuellement à un piège qui le fera souffrir. Car aussitôt que l'ego donne une valeur à une réalité qui n'est pas réelle, cela veut dire qu'il y aura d'autres événements dans sa vie qui se placeront pour faire exploser la naïveté qui s'est créée dans son mental et l'amener à souffrir suffisamment pour qu'il re-questionne et repositionne sa liberté selon un angle d'intelligence absolue qui est aussi le même regard que celui de la lumière en lien avec ce qui est intelligent et ce qui ne l'est pas. Quand l'homme est dans l'énergie de l'intelligence, son ego devient totalement aligné à une volonté qui ne lui permet plus de se réfléchir. Et en ne pouvant plus se réfléchir, il est toujours habité d'un rayonnement d'intelligence impersonnelle, c'est-à-dire qu'il ne donne aucune valeur à sa vie, sinon que celle d'être bien dans sa peau, bien dans sa tête, pour tout simplement ne pas être manipulé par aucune forme de la vie pouvant lui faire croire qu'il n'est pas grand s'il est grand. Quand l'homme sait qu'il est grand, il n'a pas à croire qu'un événement est personnel, parce qu'il sait tout simplement que la vie est impersonnelle. Et ce faisant, les forces de la lumière acceptent de traiter avec l'homme d'une manière totalement froide parce qu'ils le savent lui aussi froid. En ce sens, il est assuré que la voyance que l'ego détient sur la vie est toujours un peu prémonitoire parce qu'il peut percevoir ou pressentir qu'un événement va se produire, ce qui lui permet à cet ego de tout simplement habiter sa propre conscience selon le fait qu'il est autonome en conscience face à la vie et que celle-ci ne peut rien pour lui faire vivre telle ou telle émotion. L'homme est froid et tout ce qui se passe dans sa vie, finalement, peut devenir une réalité que lui aura à adresser selon la colère qu'il doit faire naître dans sa parole pour tasser l'astral que la vie voudra lui faire vivre en lien avec des consciences qui peuvent être, elles aussi, ajustées par la suite par son verbe. Ce n'est pas un discours facile, la conscience supramentale, et il est assuré que ce discours va toujours bousculer l'ensemble des consciences qui graviteront autour de ce discours. Toute conscience qui écoute un discours sur la conscience supramentale s'apercevra que ce n'est pas un discours qui permet de flatter l'ego, mais c'est un discours qui met en éveil le mental de l'homme à la compréhension absolue des lois d'énergie, pouvant le servir plus tard ou dans un avenir rapproché à sa propre construction atomique. C'est dans ce sens que lorsque l'homme personnalise la vibration ou personnalise la vie, il donne un caractère personnel
à ceci, et c'est cela qui l'amèneront un jour à vivre de l'orgueil, car il croira qu'il est rendu à tel point de conscience ou d'évolution dans sa vie, alors qu'en fait, il réfléchit toujours la vie, cet ego, et il ne sait pas qu'un jour la lumière le cassera pour qu'il ne se réfléchisse plus. La vie fonctionne comme cela, et tant que l'ego n'est pas en mesure d'être totalement omniscient de sa vie, de la vie, et des expériences en lien avec le fait que les événements qui se produisent dans une vie sont toujours sus et connus par la lumière, l'homme donnera à sa vie une réalité ou un caractère personnel qui le piégera. Pour ne pas être piégé, il ne s'agit pas simplement d'être froid, mais il s'agit d'être scient que la vie est un processus d'évolution permanent. Tant que l'ego n'arrache pas à ce processus d'évolution permanent de la vie son identité prépersonnelle et universelle, soit qu'il n'a pas à évoluer parce qu'il est aussi grand en lumière que la lumière peut être dans l'orchestration des événements qu'on veut lui faire vivre. En ce sens, l'homme retourne toute souffrance venant des plans pouvant servir à son évolution parce que il sait très bien qu'on ne peut pas le faire évoluer. Il est sa propre évolution, en ce sens qu'il a toujours, en quelque sorte, les gants de boxe pour dire à la lumière qu'est-ce qui se passe. Et dans le qu'est-ce qui se passe, ce n'est pas une question en tant que telle qu'il pose, c'est dites-moi ce qui se passe, parce que, dans le fond, la lumière est obligée de lui répondre en raison du caractère totalement ou de la dimensionnalité totalement impersonnelle de son ego. Si cela n'était pas réel, l'homme serait toujours assujetti aux réponses de l'invisible, et cela voudrait dire qu'il n'aurait pas l'autorité pour confronter dans un verbe absolu la lumière et ses créateurs. La création de l'homme fait partie de la liberté de conscience que dans toute création, on ne peut pas garder l'atome prisonnier de sa propre maison. Cet atome doit exploser, évoluer, s'auto-gérer et devenir par la suite un créateur de ses propres univers. C'est pour cela que l'ego, tant qu'il résiste au caractère ou à la dimensionnalité impersonnelle de la vie, il ne fait que souffrir inutilement jusqu'à ce qu'il comprenne ce principe, que la souffrance sera toujours utilisée par les forces de la lumière tant que lui ne l'éliminera pas complètement de sa vie. Et pour l'éliminer complètement de sa vie, l'homme doit être omniscient et connaître absolument le dialogue qu'il a pour ne jamais permettre à son ego de se réfléchir.